Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Fleur d'Avocat. Je suis Lilia-Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des invités. Je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Aujourd'hui, mon invité est maître Anthony Mazenc. Anthony est avocat au barreau de Paris depuis 2007. Il exerce à titre individuel et intervient principalement en contentieux. C'est un grand féru de procédure civile, en matière plus particulièrement de droit immobilier et de sûreté, garantie et voie d'exécution. C'est une recommandation de maître Jennifer Alter, que vous reconnaîtrez puisque c'est aussi une invitée du podcast. Si je me souviens bien, c'est l'épisode 26. Merci Jennifer pour cette recommandation. Je suis aussi très heureuse aujourd'hui puisque ce soir, pour ceux qui écoutent ce podcast, cet épisode, le jour de sa sortie, ce soir, jeudi 5 mars, c'est la 4e rencontre Fleur d'Avocat. Et donc, je vais retrouver auditeurs et un certain nombre d'invités autour d'un verre. Ce sera à l'hôtel Le Pigalle à partir de 20h. Vous êtes encore les bienvenus si vous souhaitez vous joindre à nous. Vraiment, les portes sont ouvertes. Je sais qu'il y aura des invités qui viennent de loin, puisque maître Pauline Désert de Caen viendra tout spécialement pour être avec nous ce soir-là. Et donc, je me réjouis d'avance à la perspective de cette soirée. Les dernières éditions m'ont toutes remplies de joie. Je ne doute pas que celle de demain sera à la hauteur des précédentes. Je remercie Alan Leroy, Stinkem ou encore Livia Salvagno-Gasselin pour les très gentils avis qu'ils ont laissés sur Apple Podcast. Je remercie aussi celles et ceux d'entre vous qui veulent laisser des avis sur leur plateforme, mais dont la plateforme ne le permet pas. Comme Spotify par exemple, on ne peut pas laisser d'avis sur Spotify. En général, vous m'écrivez à cette occasion. Ça me touche beaucoup. Pour soutenir le podcast, il n'y a pas que les avis. Si vous en parlez autour de vous, si vous partagez sur les réseaux sociaux aussi, ça m'aide à faire connaître le podcast et donc ça m'aide en général pour mon projet pour Fleur d'Avocat. Donc voilà, une pensée aussi pour vous qui ne pouvez pas laisser d'avis, mais qui le souhaiteraient et qui y pensent très fort. Je n'en dis pas plus et vous laisse donc en compagnie de Anthony Mazenc et moi-même autour de cet échange. Bonne écoute et à la semaine prochaine. Bonjour Anthony Mazenc. Bonjour. Merci d'être mon invité sur Fleur d'Avocat. Avec grand plaisir. Alors Anthony, raconte-moi comment et pourquoi tu es devenu avocat. Alors pourquoi, c'est une très bonne question. Je me remémore pas en fait le moment exact où j'ai pu avoir cette envie. Éventuellement l'un des premiers souvenirs que je pourrais avoir, c'est au moment de la sortie du film JFK en France. Ou avec Kevin Costner, le film d'Oliver Stone sur l'enquête qui était fait par un procureur de la Nouvelle-Orléans sur l'assassinat de Kennedy. J'avais adoré ce film et dans ce film il y a une scène de plaidoirie de Kevin Costner qui m'avait vraiment beaucoup plu. Alors à l'époque j'étais relativement jeune, donc il était procureur pas avocat, mais le fil est encore plus fin aux États-Unis qu'en France entre les deux professions. Et donc il plaidait et ça m'avait vraiment impressionné le fait de pouvoir d'avoir quelque chose à exposer et de devoir le prouver à quelqu'un. Là en l'occurrence c'était un jury, parce que je crois que la scène, pardon aux fans du film éventuellement si jamais je me trompe, mais c'est devant un grand jury pour éventuellement ensuite engager un procès. Et il fait une superbe plaidoirie. Et j'étais vraiment intéressé, pas par la performance d'acteur évidemment de Costner qui n'avait rien à prouver déjà à cette époque, mais ça m'avait plu et je m'étais dit tiens, ça a l'air d'être un métier intéressant, en tout cas de voir que la justice s'intéresse qu'on doive convaincre quelqu'un pour obtenir gain de cause dans un système judiciaire. Je trouvais ça intéressant. Et pour l'anecdote, c'est assez rigolo parce qu'il plaide magnifiquement bien, mais finalement il perd. Donc finalement c'était pas voilà. Alors ça c'est le premier souvenir que j'ai, donc c'est dans les années 90, donc j'étais vraiment ado ou pré-ado. Ensuite, la fac de droit, dans un premier temps, je m'y étais inscrit pour 2 raisons. La première raison, c'était que ma meilleure amie s'y inscrivait.
et que je savais pas trop quoi faire à cette époque-là. J'avais une petite idée, c'était éventuellement d'obtenir un DUG ou une licence. À l'époque, c'était encore DUG et licence, pour faire ensuite une passerelle vers une école de commerce. Alors c'est assez rigolo parce que maintenant c'est vraiment la dernière des choses que j'aimerais faire et j'ai totalement occulté cette envie. Voilà, à l'époque je me disais oui pourquoi pas, je me voyais bien, je sais pas, cadre ou choses comme ça. Et finalement donc pas du tout. Je me suis inscrit donc en fac de droit et ça m'a plu en fait. Les premières années m'ont plu. J'avais sans doute des profs très intéressants. J'avais notamment adoré le droit constitutionnel, que je ne fais pas du tout maintenant, mais encore une contradiction. Mais j'avais adoré. C'est un professeur, donc j'étais à la Sorbonne Paris 1 et c'était le professeur Jean Giquel qui faisait les cours magistraux. Et voilà, il avait vraiment il était très vivant dans son cours, je pense qu'il enseigne plus maintenant, mais voilà. Et ça m'avait vraiment plu, donc le droit constitutionnel avec la Constitution, donc la manière de fonctionner de la République, etc. Puis l'histoire, ça m'avait beaucoup plu. Et puis j'ai continué, voilà, mon chemin en fac de droit et l'école de commerce a disparu de la circulation. Complètement. Ouais. Alors, complètement. À partir du moment où je me suis senti sans doute bien là où j'étais, ça me plaisait, le fait de devoir raisonner avec des règles, de devoir appliquer des principes à des cas d'espèce, etc. Ça me plaisait beaucoup. Voilà, avec le recul évidemment, parce que quand on est étudiant, c'est pas forcément agréable tous les jours. Hein. On a les examens, on a l'obligation d'apprendre, c'est de travailler ses cours, de préparer ses TD, tout ça. Avec le recul, voilà, ça a pris un peu de patine, donc forcément c'est agréable à en parler comme ça. Après, sur le moment, c'est vrai que les périodes d'examen, c'était pas la période la plus agréable. Oui, mais quand même, on peut se souvenir sans trop de travestissement si on prenait du plaisir Oui, parce que déjà la fac m'a convenu. Voilà, il y a des gens à qui ça ne va pas du tout. Moi, le fait d'être libre, c'était pour moi génial, quoi. C'est-à-dire que moi, plus on me contraint, plus je m'échappe. Donc j'avais toute ma scolarité avant, que ce soit collège, lycée, tout ça, pour moi, c'était une contrainte. Le fait d'être obligé d'aller en cours, d'être obligé de ceci, obligé de cela. La fac, c'était une plus grande liberté. On me disait, tu travailles. Si tu veux réussir, tu travailles. Si tu veux aller en cours, tu vas en cours. Si tu n'y vas pas, tu as un risque que ça te cause préjudice par la suite. Mais le fait d'être libre, du coup, j'étais vachement plus assidu. Autant je voulais toujours fuir le collège et le lycée, autant la fac, j'y allais spontanément presque. Ça me plaisait. Donc voilà, il y a quand même les TD où c'était voilà le côté un petit peu obligatoire, etc. Mais je m'en sortais un petit peu mieux. Alors vraiment le moment précis où j'ai voulu devenir avocat, je suis désolé, ça va être un peu déceptif pour les auditeurs. C'est un cheminement. J'ai pas le moment où je me suis dit. Alors quand j'en discute un petit peu avec mes proches, on me dit que oui, plus jeune j'en parlais. Et c'est marrant, j'ai pas le souvenir vraiment. Voilà, je sais que oui, donc il y avait cet épisode JFK qui m'avait en donné envie, qui m'avait intéressé. Je sais qu'au moment de la terminale, j'en parlais aussi, parce que bon, à partir du moment où on s'inscrit en fac de droit, on se dit quand même que même si on a un projet, pas continuer jusqu'au bout. Que c'est une éventualité. C'est une éventualité, donc forcément il y a magistrat, il y a avocat, il y a greffier, il y a juriste. Voilà, il y a plein de très beaux métiers. Et non, et puis ça s'est fixé sur avocat, et puis j'ai passé... Est-ce qu'il y a eu des stages pendant la fac ? Alors finalement assez peu. J'ai fait mon premier stage en 2003, je crois. Et puis dans un cabinet d'avocat, et j'y suis resté pendant jusqu'en quasiment 2014. C'est-à-dire que j'ai fait mon premier stage là-bas en tant que vraiment stagiaire de fac pour voir comment fonctionne et puis découvrir le métier. Et après, j'ai continué tous mes stages là-bas. Ça veut dire que tu y étais bien? Oui, j'y étais bien. Donc, c'est le premier endroit où j'ai fait un stage. Là où j'ai fait mes stages pour mon 3e cycle. Et là où j'ai fait mon stage
dans le cadre de l'EFB, et je suis devenu collaborateur après. Et c'est un cabinet où tu faisais qu'est-ce que tu faisais dans ce cabinet? Alors, c'est un cabinet qui est assez particulier, où il y avait 4 associés au plus fort, une petite structure, mais qui avait des dossiers extrêmement intéressants et qui moi en tout cas m'intéressaient. Parce que petit par la taille, mais les enjeux des dossiers étaient très importants. C'était notamment un cabinet qui travaillait pour une société de défisance, donc en bon français. C'est en fait une société qui s'occupait dans lesquelles les banques cédaient toutes leurs créances pour nettoyer leur bilan, on appelle ça, c'est-à-dire que les créances compliquées à recouvrer, où il y avait un risque parce que le débiteur était comment dirais-je, en situation économique difficile ou en procédure collective, etc. Il créait une structure qui cédait toutes les créances et qui ensuite essayait tant bien que mal de récupérer les créances qui étaient plus difficiles à appréhender. Et donc il y a 2 types de diffusance. Il y a celui où dans les structures où en fait c'est des créances un peu perdues, quoi. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont en liquidation judiciaire, des sociétés qui ont disparu ou trop compliquées à récupérer. Et de l'autre côté, vous aviez des dossiers où c'était vachement plus intéressant parce que c'était en fait des dossiers où au bout du bout il y avait la possibilité de récupérer de l'argent ou un bien, mais c'était des procédures par contre très compliquées. Avec soit des débiteurs à l'étranger, soit des immeubles avec des histoires très compliquées d'indivision ou des financements. Donc c'est du droit des obligations très complexe en fait. Voilà, exactement. Droit des obligations très complexe, procédures complexes, mais extrêmement formateur. Et moi, je me suis éclaté en fait parce que c'était toujours très technique. Quand on me demandait à l'époque d'expliquer un peu quel était l'activité du cabinet, j'aimais bien le comparer au Dr House. C'est-à-dire, c'était un peu les cas très compliqués où en gros personne ne voulait les faire parce que c'était compliqué, il fallait une spécialisation, il fallait creuser, etc. Donc c'était un cabinet où il y avait finalement en volume peu de dossiers, mais tous extrêmement techniques et extrêmement intéressants. Et j'ai gardé ce goût pour la technique de droit. Moi, c'est ce qui me passionne dans mon métier, c'est la technique de droit. Ceux qui me connaissent, ils savent aussi que c'est la procédure. Je suis un fan de procédure. Alors quand je dis ça, on me regarde toujours avec des grands yeux. Comme Martin Pichon, dont j'ai diffusé l'interview il y a pas si longtemps. Ouais. Pareil, lui, il a eu un coup de cœur pour la procédure Ouais. et c'est ça qui guide. Et comment est-ce que tu avais trouvé ce stage? Alors tout simplement parce que par le biais de mon beau-père, donc le mari de ma mère, qui était par l'intermédiaire d'une société qu'il gérait, qui était client de ce cabinet. Puis il avait dit un jour, vraiment j'ai mon beau-fils qui cherche un stage dans un cabinet. Je sais que il parlait à son avocat que c'est un cabinet un peu atypique, et puis surtout que vous êtes très compétent, etc. Donc est-ce que ça vous intéresse de prendre un petit jeune pour qu'il voit comment ça se passe? Et du coup, je suis arrivé là-dedans, je suis tombé dedans, et ça a été très difficile. Enfin, c'est pas difficile finalement, mais finalement, je suis pas allé voir ailleurs parce que ça me plaisait. Mais d'un autre côté, on va pas s'obliger à voir voilà, ailleurs exactement. quand c'est bien. Et tout s'est toujours très bien passé. Après, ça restait au début, même jusqu'à la fin, c'était une collab, mais donc il y avait quand même des obligations de collaborateurs, etc. Mais je trouvais mon équilibre là-dedans Et justement, ces obligations de collaborateurs quand on est un féru de liberté. Alors, théoriquement, c'est pas censé s'opposer, hein, mais non, quand exactement. même. Alors j'en ai pris mon parti. C'est-à-dire que je pense que en matière de collaboration, comme dans tout, il faut savoir ce qu'on est prêt à accepter, ce qu'on n'est pas prêt à accepter. Moi, le fait est que c'était un cabinet donc à taille réelle, dont le patron était de la génération de sa génération, c'est-à-dire bien avant la nôtre, et qui fonctionnait à l'ancienne. C'était un peu le patriarche qui veillait un petit peu à ses ouailles et qui était très comment dirais-je, à cheval sur le fait qu'il fallait être là, il fallait travailler. On gagnait bien notre vie, mais en contrepartie, il fallait savoir. Après, il ne m'empêchait pas du tout de développer ma clientèle personnelle, au contraire. Mais c'était à l'ancienne, quoi. C'était effectivement. Alors ce côté, oui, de être là de telle heure à telle heure. Après,
c'était une collaboration quand même où si je disais que je pouvais pas être là, j'étais pas là. Hein. Si j'avais des dossiers perso, des choses à plaider, ou des rendez-vous, des choses, c'était accepté. Mais on sentait quand même que voilà, il y avait quand même, il y avait le patron, alors que en principe en collaboration, bah finalement on n'a pas de patron, finalement on a un client, Ouais. on a un client principal, mais voilà. Et mais en fait comme j'apprenais tellement et les dossiers que je traitais me plaisaient tellement et que finalement c'était voilà, j'avais pris mon parti de dire c'est un peu oui, il y a un côté contrat de travail, ça on va pas se cacher derrière son petit doigt, mais tout ce que j'apprends là, j'en aurais besoin et je sais que ça sera un plus pour plus tard. Et puis finalement, j'étais pas non plus parce que je suis un féru de liberté, mais je suis un angoissé aussi. Donc il me faut un petit cadre quand même. Et puis ensuite est-ce que vous voulez que je coupe? Ouais, je préférerais. Surtout parce Désolé. que du coup, ça fait tout. Je vais mettre en silencieux. Désolé. Hein. Non, il n'y a pas de mal. Voilà. Oh, il y a papa aussi. Oh, bah, décidément. Oui, ça c'est la fève. La fève de la galette. Donc je sais plus où j'en étais, qu'est-ce que je racontais? Que un angoissé aussi et que voilà, donc j'ai besoin de cadre. Pardon. J'ai besoin de cadre pour me permettre d'être sécurisé. Donc aussi la collab, tous les mois on a ces rétros qui tombent et c'est une sécurité voilà auquel j'ai renoncé par la suite. Donc en fait voilà. ce que je comprends c'est que bon, un mélange entre besoin de liberté Oui. et quand même besoin d'un cadre minimum pour Oui. calmer et combler ses angoisses. Un cabinet où il y a un côté très voilà, on attend une présence, sûrement un certain type d'horaire respecté, etc. Mais quand même la possibilité de s'absenter en cas de dossier perso, en cas de rendez-vous, oui, pas du tout quoi que ce soit. Respect quand même de l'esprit de la collaboration. Ouais. Et finalement, l'idée de se dire, bon, la contrepartie de ça, c'est quand même que j'y apprends. Certes, c'est contraignant de devoir pointer ou autre, faire cet acte de présence très... Mais en fait, j'y apprends tellement et les dossiers me plaisent énormément. Donc, finalement, j'y trouve quand même mon compte. Une balance d'intérêt. Exactement. Et les dossiers perso, tu les as développés dès le début? J'ai essayé. Alors, c'est très difficile hein, parce que déjà, on a pratiquement on n'a pas vraiment le temps hein, quand on travaille sur des collabs à plein temps, on est quand même très pris, donc éventuellement les dossiers si on peut les obtenir faut qu'on travaille le week-end ou plus tard le soir, les choses comme ça. Et puis surtout le plus dur, et ça qui ne change jamais toute la vie de l'avocat, ce sera pareil, c'est de trouver les clients. Trouver les clients, quand on débute, moi je viens d'une famille où il n'y a pas du tout d'avocats du tout dans ce domaine. Les parents, des parents qui étaient de la classe moyenne supérieure, si j'ose dire, mais pas du tout avocats, qui pouvaient éventuellement me trouver des pistes pour des clients. Donc j'ai commencé un peu comme tous les confrères, jeunes confrères, donc c'était par les amis, les potes qui avaient problème avec leur bailleur, leur propriétaire, des choses comme ça. En proposant ou en prenant ce qui venait? En prenant ce qui venait. Ouais, proposer c'est difficile au début parce que pour moi ça a été difficile parce que j'avais toujours l'impression que j'avais besoin d'apprendre beaucoup de choses avant et je voulais surtout pas planter quelqu'un. Ça c'est toujours ma grande crainte, je pense. Ça me sauve dans certaines situations, je pense. Toujours peur on veut bien faire. Si quelqu'un fait appel à nous, on veut faire en sorte qu'on les aide vraiment et pas qu'on plombe le dossier ou que on les en sorte pas ou voilà. Donc j'avais pas déjà financièrement je gagnais pas des milliers des cents, mais c'est vrai que j'avais pas besoin financièrement, j'avais un train de vie je travaillais, je payais mon loyer, j'ai jamais eu de hobby qui me coûte des millions. Donc j'en avais pas besoin, c'est vrai, et puis ça venait donc les amis, ensuite les amis d'amis, et choses et puis on gagne un petit peu après en confiance. Après on rencontre dans le cadre de sa collaboration, on rencontre des gens dans le cadre des clients qu'on peut rencontrer. Donc les clients restent avec évidemment
le patron du cabinet, mais ils peuvent avoir des trucs perso qui peuvent éventuellement vous demander. Donc ça t'est arrivé ça, les clients du ça peut arriver, qui te exactement. Des dossiers. Voilà. Oui, tout à fait, parce que et d'une, ils voulaient pas embêter le gros cabinet pour ce genre de soucis. C'était pas forcément le droit qui traitait non plus. Et puis je pense que mon patron était content aussi de pas avoir à les gérer. Donc c'était moi qui récupérais. Et j'aime pas dire ça, on se fait la main, parce que ça fait un peu, on utilise des gens comme cobayes, et c'est pas vraiment ça. Justement, je pense que quand on débute, enfin moi en tout cas, je travaillais 2 fois plus pour être sûr de pas me planter et vraiment de réussir à faire ce qu'il fallait. Et après, au fur et à mesure, dans ce métier où finalement j'avais pas de connaissances, on se crée un petit réseau, on a ses amis avocats, etc. Et la première source, pour moi encore aujourd'hui, la première source de clients, c'est les confrères. Parce que j'ai des amis avocats qui sont dans des domaines différents, qui sont où j'ai pas finalement concurrence, il n'y a pas de concurrence entre nous, si j'ose dire, et au contraire on s'apporte des clients, parce que voilà, si quelqu'un vient me voir pour un problème de pénal, moi j'en fais pas, si c'est du droit de la famille, j'en fais pas, et inversement, mes amis qui font ce genre de matière, quand ça parle d'immobilier, quand ça parle de banque, quand ça parle de financement, etc., ils m'envoient plutôt les dossiers, disant moi je touche pas à ça, est-ce que tu peux t'en occuper, etc. Et c'est vraiment la source première avec les clients. Les clients eux-mêmes, quand ils sont contents, reviennent, ça peut arriver, mais surtout communiquent votre nom éventuellement, parce qu'ils ont confiance et que ça s'est bien passé, et qu'on essaye de bien faire pour que ça continue. Et donc, ce que je comprends, c'est que t'as quitté cette collaboration. Alors, je l'ai pas exactement quitté. Moi, j'étais très bien. Mais le grand patron prenait sa retraite, tout simplement. Mais ça s'est bien goupillé, si j'ose dire, parce qu'à l'époque, il sous-louait ses bureaux à deux jeunes avocats aussi, qui étaient partis d'un cabinet, qui étaient associés entre eux, et donc ils ont sous-loué une partie des bureaux de là où on était installé avec mon premier patron. Et le courant est passé entre nous, et au moment où il a pris sa retraite, ils nous ont dit voilà, on a besoin d'un collab, et est-ce que ça vous intéresse? Oui, parce que moi justement je vais chercher une collaboration sans doute. À l'époque, j'étais pas encore prêt pour l'installation. Pourquoi? Pas assez de clients déjà, donc le côté angoissé qui a repris le dessus, en tout cas le côté inquiet, dire que voilà, je pourrais pas continuer à vivre tel que je vivais là voilà, même si j'avais pas un train de vie non plus totalement délirant, mais j'avais je considérais que j'aurais pas assez de fonds pour me maintenir à flot. Et puis une nouvelle aventure éventuellement. C'est vrai que quand on est collab, on rentre dans une équipe aussi, donc pour moi c'était bien. Il y a pas eu de possibilité de transmission de clientèle? Si, il y en a eu un petit peu. Il y en a eu effectivement. Il y a des clients du cabinet qui a fermé, qui m'ont suivi. Les présentations ont été faites vraiment officiellement, donc et puis je travaillais déjà avec eux, et puis le fait est que on s'entendait bien, et que du coup ils savaient où j'avais été formé. Oui, c'est rassurant pour eux. Exactement, ils savaient où je travaillais, et puis le courant passait bien, donc il y en a effectivement quelques-uns qui m'ont suivi, mais malgré ça, à l'époque, c'était encore un petit peu tôt pour partir. Par la suite, ça s'est vraiment développé, et j'ai pu effectivement m'installer. Et donc cette deuxième collaboration par le gré de l'installation d'une équipe dans ces locaux du coup sous-loués. Donc ces locaux sous-loués. Donc pas de changement, pas de déménagement. Dans un premier temps, non. Après oui, parce qu'ils ont quitté, comme le cabinet principal allait fermer. On est arrivé ici, dans les bureaux où nous sommes, et j'ai travaillé avec eux pendant 2 ans. Même domaine. Même domaine, à peu près. Pas mal puis des choses nouvelles aussi, du contentieux de masse. C'est-à-dire avec un client qui envoie des dossiers par centaines, pas compliqué techniquement, mais qu'il fallait quand même suivre. Donc j'ai appris des choses nouvelles sur ce point-là, un peu sur l'organisation, sur les choses comme ça.
Et puis au bout de un peu moins d'un an et demi, le cabinet a rencontré des petites difficultés et ils m'ont dit voilà, on pourra plus vous garder comme collab. Donc voilà, moi je me sentais pas encore vraiment prêt pour m'installer et du coup j'ai recherché une troisième collaboration. J'ai trouvé et je suis resté une journée. Voilà. Je voyais le loup venir. Voilà, je suis resté une journée. Alors en fait, il y avait pas du tout de difficulté avec les personnes chez qui j'allais. Mais en fait, c'était la chose dont j'avais besoin pour me rendre compte que c'était fini et que je ne voulais plus être collaborateur, que je voulais, que je ne pouvais plus en fait. C'est-à-dire que je suis arrivé le premier jour, franchement, il n'y a pas eu de difficulté, ni de relations humaines, ni de choses comme ça, ni de choses qui m'ont gêné, mais j'ai commencé à travailler sur un dossier tout de suite, et puis je l'ai donné, et j'ai dû le transmettre pour qu'on vérifie mon travail, en fait. Et pour moi, c'était insupportable, en fait. Je pouvais plus. Est-ce que, en plus, dans les expériences précédentes, ça y est, t'étais peut-être arrivé à un stade où on te faisait confiance sur les rendus. Oui, j'étais arrivé un petit peu à ça, avec le cabinet où nous sommes là, où j'avais une grande liberté et aussi une grande confiance. À la fin de ma première collab, je commençais aussi à avoir un petit peu plus de bouteilles, si j'ose dire, et c'est vrai que c'était... Et le fait de devoir encore justifier de mon travail auprès de quelqu'un, en fait, c'en était trop. Donc là, on était en début 2015. Donc j'ai fait, moi qui suis plutôt toujours prudent dans le domaine professionnel, etc., j'ai fait vraiment le coup de tête. Je me rappelle encore, ma compagne s'en rappelle encore. Où le midi, je l'appelle, je dis non mais je vais pas rester, c'est pas possible. Je peux pas rester, je veux plus, et il faut que je parte tout de suite. C'était l'angoisse. Dans ma tête, c'était un peu l'image de la fin du film l'auberge espagnole, où Romain Duris arrive à Bercy, je crois, pour devenir fonctionnaire, et en fait il part en courant. et c'était, dans ma tête, c'était ça, c'était non, maintenant je préfère prendre le risque de pas avoir de rétrocession, de pas avoir de client, mais je ne peux plus travailler pour quelqu'un. Ouais. Je suis prêt à sauter dans le vide. Exactement. C'était on en revient à cette balance, en fait, oui. entre là la balance avait craqué d'un côté, c'est-à-dire c'est fini maintenant, c'est liberté totale, liberté totale, si on veut, hein, toujours évidemment on travaille pour ses clients, mais c'est plus possible, quoi. Donc ils ont compris. Ça s'est pas très bien passé. Après, moi je le reconnais, c'était un peu brutal, hein, parce que c'est vrai que je dis non mais je reviendrai pas demain, etc. Et voilà. Je sais pas s'ils nous écoutent ou pas, mais bon, j'en suis vraiment pas fier. C'est un épisode que je me rappelle pas avec plaisir. Enfin, c'est un peu double tranchant parce qu'il y a le côté, oui, j'aurais pas dû faire ça comme ça, mais en même temps, c'était pas possible. Je pense que j'aurais basculé ou je sais pas. Non, c'était vraiment viscéral. Il fallait absolument que je refasse. Que je m'installe. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'avec les avocats avec qui je travaillais ici, on était partis en très très bons termes, et je les ai rappelés, je leur ai dit, écoutez, je suis plus collab, mais je vous prends un bureau. Il y a mon bureau, je vous le loue. Et du coup, ça s'est fait comme ça. Donc, c'est pas le bureau dans lequel nous sommes, là. C'était un bureau un peu plus petit bureau là-bas. Et du coup, on a travaillé comme ça. Donc finalement, il me redonnait quelques dossiers quand même que je faisais, mais plus sous forme de collaboration. Sous forme de sous-traitance. Sous-traitance. Voilà. Et puis voilà, les choses se sont faites comme ça. Moi, j'ai pu un petit peu, oui, il y a eu une période où effectivement, tous les mois, c'était un peu le stress, mais finalement, en fait, à chaque début de mois, on dit bon, on est le premier, j'ai 0, donc il faut un miracle. Et finalement, le miracle se faisait tous les mois. Finalement, le miracle d'une recommandation par un tiers, par un client, par un confrère. Par le fait que quand on s'installe, et ça c'est vrai, quand on s'installe, qu'on est collab et qu'on s'installe et qu'on le dit autour de nous,
et ben finalement ça se rappelle un petit peu au bon plaisir des gens, et on leur dit voilà, si vous entendez parler de quelqu'un qui cherche un avocat, et en fait finalement C'est fou à quel point ça revient souvent dans le podcast. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a déjà il y a deux choses. La première, c'est que on annonce qu'on s'installe. Et puis la deuxième chose, c'est que il y a la trouille aussi, quoi. C'est-à-dire que on travaille, on prend des dossiers, ce qu'on appelle, j'aime pas trop dire ça, mais des petits dossiers pour lesquels finalement on n'aurait pas eu le temps avant, etc. On le prend. Et puis voilà, de fil en aiguille, voilà, on développe, et puis on arrive à décoller comme ça. Après, je me suis toujours dit, bon, si je me plante, et puis je retrouverai une collab ailleurs, tant pis, même si... En fait, quand j'ai senti que la collaboration c'était plus pour moi, je me suis dit à la limite, je sais même pas si je me plante en tant qu'individuel, je pense que je vais pas, à la limite, soit je change de métier complètement, soit finalement, même si c'est un peu contradictoire avec ce que j'ai pu dire, je me mets, je me mets dans une direction juridique, et puis avec les avantages et les inconvénients du salariat, mais avec beaucoup d'avantages, hein, quand on travaille à titre individuel, on s'en rend compte, les congés payés, les choses comme ça. Mais collaborateur, j'y arriverai plus, parce que c'est un métier où j'ai trop besoin de liberté. Je veux pas qu'on change une virgule de mes conclusions. Pas en tout cas par un autre avocat, par le client, par les choses comme ça. Je peux comprendre, je peux expliquer. Mais je supporterai plus qu'on m'ordonne une stratégie ou des choses comme ça, c'est plus possible. Ça, j'y arriverai pas. C'est pas nécessairement contradictoire, parce que moi, ce que je comprends quand même de personnes qui sont au sein de direction juridique, c'est que finalement, beaucoup disent avoir plus de liberté intellectuelle que quand elles étaient avocats et quand elles étaient collaborateurs. C'est-à-dire que elles ont plus d'autonomie, plus de prise de décision et de pouvoir de décision sur leur dossier et sur les consultations qui leur sont faites en interne. Et donc, c'est pas nécessairement une contradiction. Et en fait, ça s'est bien passé. Et en fait, ça s'est bien passé. Tu dirais que ça a mis combien de temps? Pour vraiment que ça décolle, entre guillemets. Pour que ça décolle et que tu sois plus angoissé, que tu te dises plus chaque mois est un test. Je me le dis encore. Mais, parce que je suis... Là, ça fait 5 ans, 4 ans? Là, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans, on est en 2020, ça fait 5 ans. Les interrogations sont pas les mêmes forcément qu'au début, etc. Mais vraiment, au bout d'un an, quand je me suis dit, ça fait 1 an que je suis installé et j'arrive à me loger et à manger, je me suis dit, bon, ça va, ça se passe. Après, j'ai toujours voulu, évidemment, pendant 2-3 ans, ça a un petit peu stagné, on va dire, mais tout en gagnant correctement ma vie, voilà. Et puis après, ça s'est vraiment un petit peu plus développé, voilà, avec plus de clients, plus de volume de travail, et puis voilà, on prend de l'assurance sur ses capacités, on rencontre plus de monde. On rencontre de plus en plus de confrères avec qui on s'entend bien et qui vous envoient des clients, et inversement. Donc voilà, le fait est qu'on... Et puis j'avais beaucoup tendance on en parle souvent, c'est très à la mode, le concept de zone de confort, de toujours rester dans sa zone de confort, et quand il y avait un dossier que je pouvais chanter, que je pouvais le traiter, mais que c'était pas vraiment mon truc, j'avais tendance à passer la main, en dire non, je préfère pas. Et en fait, ça, j'ai un petit peu travaillé sur moi pour sortir de cette obligation de sécurité dans le travail et sur le truc. Enfin, voilà, c'était lié à des matières qui t'attiraient pas plus que ça, ou c'était plus lié à je suis pas particulièrement expert là-dessus, donc je préfère pas. C'est ça. C'est-à-dire que, en fait, comme j'ai toujours un peu travaillé sur des dossiers assez précis, qui mêlent un peu toujours immobilier, financement, etc., quand on arrivait, qu'on me disait voilà, j'ai un dossier alors déjà je fais beaucoup de contentieux, c'est le cœur de mon activité, donc tout ce qui était conseil ou par exemple cession de fonds de commerce, choses comme ça, je passais, parce que alors très comment dirais-je, un peu de manière idiote, je trouvais ça pas intéressant, et puis surtout je me disais j'ai que des coups à prendre parce que ça m'intéresse pas, et en plus je voudrais pas me planter sur quelque chose pour le client, etc. Et ça, j'ai un peu travaillé dessus, et en fait, voilà, c'était totalement idiot de ma part, parce que tout ce que peut nous proposer un client, c'est toujours intéressant, et que du coup, je le prenais quand même, ce qui fait que voilà, du coup, on fait un dossier. Donc un dossier, c'est souvent
un client qu'on a déjà, mais aussi un nouveau confrère qu'on a en face. Et puis voilà, les relations font que ça se développe. Tu disais, t'as travaillé dessus. Oui. Et tu disais en début d'interview que toi, quand même, la technique juridique te plaisait. Oui. Et du coup, il y a presque une dissonance entre ces matières qui m'intéressent pas tellement. Ou est-ce que tu t'es raccroché à ça, à ton intérêt pour le droit et pour trouver une solution juridique pour. Tout à fait. C'est toujours moi. Je suis toujours très technicien dans l'âme. Donc, quand on m'apporte un dossier pour une matière que je ne connais pas forcément, pour moi, c'est un investissement parce que je peux pas le faire par-dessus la jambe. Voilà, c'est vraiment. Désolé, ça fait un peu, je suis pas prétentieux ou un peu mec qui essaie de vendre dans un entretien d'embauche, mais je sais pas faire les choses mal. C'est-à-dire que si on m'apporte quelque chose, je reprends l'exemple d'une session de fonds de commerce que je n'avais jamais fait avant. Je vais acheter 3 bouquins sur la session de fonds de commerce et je vais me plonger dedans et je vais tout lire et je vais tout faire pour comprendre. Alors, d'une part, ça m'intéresse pour ma culture personnelle. D'autre part, ça peut resservir par la suite dans d'autres dossiers pour lesquels je maîtrise un peu plus, les dossiers contentieux, etc. Et puis c'est intéressant, on découvre des nouvelles choses, ce qui fait que voilà, cette forme de refus de voir plus loin que le bout de mon nez pour certaines matières, en fait j'ai travaillé comme ça. Après il y a des matières pour lesquelles c'est vraiment niette, je sais que ça m'intéresse pas, ou ça m'intéresse pas et que j'arriverai pas à m'y intéresser. Il y en a encore certaines comme ça, comme tous les confrères, surtout à Paris. À Paris, c'est rare qu'on soit généraliste. Il y en a quelques-uns, mais on a tous quand même plus ou moins notre spécialité. Mais tant que ça se rapproche un peu et que je sais que ça pourrait me servir dans mon activité quotidienne, j'essaie de m'y intéresser et je m'y intéresse. Voilà. Mais par contre, c'est vrai que c'est un vrai travail en plus parce que je vais pas traiter la chose. C'est mon côté. Encore mon côté angoissé, il faut que ça soit au carré et que s'il y a une interrogation, que je puisse avoir une réponse tout de suite et que je puisse vraiment aller jusqu'au bout de l'accompagnement du client sans qu'il y ait de choses laissées un peu à l'abandon ou pas sur lesquelles j'aurais pas travaillé, sur lesquelles j'aurais pas de réponse. C'est un peu la complémentarité entre le conseil et le contentieux, elle est plus à démontrer. C'est-à-dire que quand on fait du conseil, il faut envisager le contentieux derrière. Donc, quand on rédige un contrat, il faut qu'on se pose la bonne question, comment le magistrat va travailler avec le contrat qu'on a rédigé, quelle est la jurisprudence sur telle clause, etc. Et inversement, quand on fait du contentieux, ça permet d'avoir des armes pour le conseil, etc. Moi, j'ai vraiment une activité très concentré sur le contentieux mais c'est vrai que en faisant un petit peu de conseil, j'ai redécouvert vraiment la complémentarité qui est vraiment évidente, mais je m'éclate toujours plus avec le contentieux. Ouais. Et tu disais tu rencontres plus de confrères et donc est-ce que en plus du fait de rencontrer des confrères par le biais de dossiers, tu as fait des démarches pour plus faire du réseau entre guillemets, des démarches actives? Oui, tout à fait. Je me suis intéressé un petit peu à la vie de l'ordre des avocats. Donc tardivement en fait. Très tardivement, parce que c'était pas dans les cabinets où j'avais travaillé, on connaissait le travail de l'ordre et les appels de cotisation. Ça, on les connaissait. On respectait tout à fait le travail de l'ordre, etc. Mais c'était pas, la vie de l'ordre n'était pas vraiment, voilà. Ça, c'est la première chose. C'est effectivement, je me suis intéressé. Quand il y a des élections, je m'intéressais. Chose auquel, malheureusement, la majorité des confrères ne font plus vraiment attention, mais je m'y suis intéressé. Aller aux soirées de l'ordre, c'est pas désagréable, hein. Vous avez des soirées d'élection, on a des petits fours et on mange bien, on rencontre des gens. Et puis deuxième chose que j'ai faite aussi pour développer au moment où je me suis vraiment installé, c'était des formations. On allait puisqu'on avait une obligation de formation, donc d'une pierre deux coups. Formation, ça permet de découvrir de découvrir des matières qu'on ne traite pas forcément. Et moi, c'était plus pour approfondir certains sujets, etc. Donc on rencontre aussi des confrères comme ça. Comment t'as sélectionné du coup les formations que tu voulais? Les formations, dans un premier temps, je m'intéressais vraiment au domaine
dans lequel je travaille quotidiennement. Donc effectivement, c'était tout ce qui est travail sur des jurisprudences récentes ou des évolutions de texte qui imposaient un petit peu qu'on se mette à la page. Et puis voilà, de fil en aiguille, on se fait un réseau. J'aime pas réseau parce que ça fait un peu, c'est toujours, ça fait un côté intéressé. Moi, j'ai surtout rencontré des amis, hein, vraiment des gens qui sont des amis maintenant, comme Jennifer, on s'est rencontrés notamment par ce biais-là, hein, par des rencontres à l'ordre, par des choses, avec qui maintenant, ils font partie, ils sont même au-delà de mon cercle professionnel. C'est des gens avec qui, on se voit, on sort. Donc, est-ce que c'est aussi parti finalement cette démarche, bon, en plus le fait de savoir qu'il faut développer sa clientèle et qu'il faut donc un peu s'investir, est-ce que c'est parti aussi d'une certaine manière de lutter contre la solitude de l'exercice individuel? Est-ce que tu as ressenti de la solitude en t'allant à ton compte? Non, parce que finalement, moi je suis assez solitaire. Donc j'ai pas la crainte de la solitude, pas vraiment. Après oui, effectivement, on est quand on exerce en individuel, on est un peu tout seul face à soi. Moi je trouve qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients, mais ça dépend des personnes. Solitude, je sais pas, oui, un petit peu quand on rencontre des confrères de notre âge qui sont dans la même situation, c'est super rassurant. C'est-à-dire que on voit qu'on a tous les mêmes problématiques, qu'on a tous les mêmes craintes. En fonction des caractères, ça change forcément, mais et c'est top parce que on voit qu'on est tous dans le même bateau, on a tous plus ou moins les mêmes expériences. Donc les mêmes expériences, ça rassure, et les expériences différentes qui peuvent nous être apportées nous ouvrent un peu les horizons, etc. Moi, quand je raconte à beaucoup de confrères que toutes mes collabs se sont super bien passées et que c'était top, il y en a plein qui me regardent avec des grands yeux. Il y en a qui sont partis en claquant la porte, avec des dossiers à l'ordre, etc. parce que ça se passait mal pour des raisons X ou Y, ou qui se plaisaient pas du tout dans leur cabinet, dans l'exercice qu'ils faisaient. Et moi, je me plaisais où j'étais et j'aimais ce que je faisais. Donc parfois, ça me regarde un petit peu avec des yeux d'interrogation. Mais justement, c'est intéressant de voir comment ça se passe ailleurs, mais finalement se rendre compte que oui, dans l'exercice individuel, et en tout cas dans les confrères que je rencontre, moi il y a j'ai quelques confrères qui sont dans des grosses structures, etc., qui trouvent leur équilibre dedans, mais la majorité des gens avec qui que je fréquente dans la profession, c'est des gens qui sont comme moi, qui sont en individuel ou dans des cabinets de taille de petite taille entre guillemets. Donc ça, on a à peu près les mêmes interrogations, les mêmes craintes et les mêmes désirs, quoi. C'est amusant parce que dans les formations que j'organise, que j'ai créées pour faire d'avocat, cet aspect collectif est hyper important. Et je l'avais pas anticipé. Moi, je voulais que ce soit en groupe parce que effectivement, je trouvais ça intéressant que les personnes puissent se rencontrer, etc. Mais vraiment, les retours que j'ai des clients, c'est à quel point ça leur fait du bien de pouvoir échanger sur une thématique, sur les thématiques qui sont amenées en formation. Se rendre compte qu'ils sont à la fois dans le même bateau avec les mêmes doutes et tout, et à la fois qu'ils ont des manières très différentes de fonctionner et que donc des points de douleur pour certains n'en sont pas pour d'autres, et ils vont s'entre-rassurer et s'entre-porter vers le haut, et donc ça leur fait vachement bien. C'est ça, il faut avoir... Moi, j'évite autant que possible les confrères qui sont toujours au 36e dessous, quoi. Parce que c'est une profession où on parle beaucoup de soi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de confrères, tout est trop dur, les clients sont pénibles, on gagne pas notre vie par rapport à ce qu'on fait. Il y a des choses qui sont vraies, je veux dire, mais moi, il y a des confrères qui sont moi que j'aime beaucoup, qui sont très rassurants, notamment un que tu as interviewé, qui est Pierre-François Rousseau. Ouais. Moi, je le trouve génial parce qu'en fait, il est toujours très positif. Il raconte son parcours de manière positive et il a des craintes comme tout le monde, mais c'est toujours non, tu fais ça comme ça, tu fais ci comme ça. Donc on a des dossiers dans lesquels on travaille ensemble. C'est toujours très agréable d'avoir des gens comme ça parce que tout ne va pas bien. Oui, forcément, on rêve de plein de choses, mais moi je trouve qu'on est quand même un métier où on a beaucoup d'avantages. Beaucoup d'inconvénients, beaucoup de contraintes. On le voit en ce moment, il y a une grève très dure qui se poursuit.
On a toujours des craintes pour l'avenir. On est un peu soumis aux desiderata de nos clients, de la volatilité éventuellement de l'activité. Mais je trouve qu'on a quand même, enfin moi il y a plein de choses pour l'instant. Même pour moi qui suis quelqu'un d'inquiet, mon travail m'apporte plus qu'il me coûte, quoi. Donc quand c'est positif comme ça, faut pas non plus trop se prendre la tête. Après, c'est vrai que si on m'assurait que jusqu'à ma retraite, j'aurais toujours assez de travail et que ça c'est toujours intéressant, je signe demain, ça y a pas de problème. Mais voilà, ça fait partie du boulot. On est des individuels, on doit gérer le quotidien, plus les urgences, plus tout, plus voilà. C'est parfois très rock'n'roll, mais moi c'est ce qui me plaît. Et comment est-ce que tu as eu des difficultés à poser tes tarifs quand tu t'es installé? De moins en moins. En fait, au début, j'avais beaucoup de mal, beaucoup de mal, de parler argent, déjà les premiers clients qu'on a, c'est pas forcément les plus fortunés. Souvent, c'est les amis, etc. Donc c'est encore plus compliqué. Mais j'avais beaucoup de mal toujours à parler. J'avais du mal à envoyer des factures. J'avais du mal, ce qui est toujours l'impression de s'excuser pour le travail qu'on avait fait et qu'on demandait à être payé, etc. Et en fait, j'ai découvert que il fallait surtout pas agir comme ça. Il fallait revendiquer le fait qu'on ait travaillé, qu'on coûte tant, que on peut pas accepter toujours de travailler sans provision, qu'on peut pas toujours accepter des délais très longs il faut trouver un équilibre évidemment avec le client notamment. Alors moi je travaille beaucoup avec des institutionnels, donc c'est pas le même rapport. Et justement, comme je travaillais dans les cabinets pour lesquels je travaillais en tant que collaborateur, c'était des institutionnels, j'avais pas trop appris le problème des honoraires, parce que voilà, ils connaissent les tarifs, ils savent combien de temps à peu près on va prendre sur tel dossier. Donc la négociation un petit peu avec le client, personne physique, c'est des choses que je connaissais pas, que j'ai découvert dans mon activité personnelle dans un premier temps. En tant que développement personnel dans le cadre des collabs. Et j'avais beaucoup de mal, effectivement, parce que j'avais toujours peur que ce soit trop cher, et en fait je me suis rendu compte qu'il fallait surtout pas aller dans ce sens-là. Il fallait facturer tel qu'on considérait que son travail valait, et que un client qu'on facture pas, il vous respecte moins. Parce qu'il considère que tout lui est dû, etc. Et que il fallait de temps en temps taper du poing sur la table, et que on n'était pas gratuit, et et que quand on travaillait, on avait besoin d'être payé. T'as eu un déclic? Pas vraiment. Ça s'est fait au fil de l'eau, où t'as pris confiance dans l'envoi des factures au fur et à mesure, déjà dans l'annonce de combien on coûte, voilà, tout ce qui est alors je peux comprendre parfois oui, on coûte cher, on a beaucoup de charges, mais après voilà, si on facture, c'est pour arriver à un but, pour permettre aux gens soit de gagner de l'argent, soit d'en économiser, etc. Et fallait pas que ce soit tabou. Et maintenant, avec un peu plus de bouteilles et un petit peu plus d'expérience, etc. Dès que au premier rendez-vous, si jamais la personne commence déjà à négocier un peu sur les tarifs, je mets tout de suite un signal d'alerte et je leur explique que les tarifs c'est ça, que on peut trouver des accords sur l'échelonnement, des choses comme ça. Mais par contre le tarif c'est moi qui fixe, et que c'est un peu dur parfois, mais je leur dis on est 30 000 avocats à Paris, donc si je me laisse faire sur les honoraires, c'est fini. Et puis surtout, si ça vous convient pas, vous avez sans aucune animosité ni rien, j'explique que voilà, alors c'est pas, je lutte un peu parce que c'est pas du tout dans ma nature. Donc je dois lutter pour essayer de faire comprendre, et pour moi-même, je me fais violence un peu pour expliquer ça. Mais en fait, c'est un gain de temps et d'argent extrêmement important, parce qu'en fait, quelqu'un qui commence à négocier dès le début, il va négocier tout au long.
C'est-à-dire que vous allez enlever la facture, donc ça va être non mais ça est-ce qu'on peut réduire, ça est-ce je peux payer dans 6 mois, etc. C'est non, enfin, il y a un moment où il faut alors il faut surtout pas l'interpréter comme être grippe-sous et près de ses sous, c'est juste que j'ai pas de voilà, moi il faut que je vive aussi quoi, donc alors c'est vrai que pour le coup, ce problème d'argent, je l'ai pas au quotidien, enfin de règlement de facture. Je travaille beaucoup avec des institutionnels, des filiales de banques ou des banques, donc j'ai pas de difficulté là-dessus, c'est vrai. Mais qu'avec les personnes physiques, et je peux comprendre, et je fais en sorte en amont de m'intéresser à la situation de la personne. Je sais combien elle gagne, etc. Je sais ce qui est possible, pas possible. Donc je demande pas l'impossible. Si jamais je vois que oui, tu t'adaptes, mais t'es ferme sur. Je m'adapte, mais il faut rester ferme parce que bah déjà voilà, il y a l'argent. Nous, l'URSSAF, on peut pas négocier les tarifs de l'URSSAF. La retraite bientôt, ça sera encore pire. Donc du coup, voilà, il faut absolument rester ferme là-dessus. Et finalement, c'est un gain de temps. Et finalement, le client vous en veut pas. Contrairement à ce qu'on peut penser, le client, on l'entend en fait. T'as des personnes qui sont du coup qui n'ont pas donné suite? Oui, mais oui, ça m'est arrivé. Franchement, j'expliquais voilà combien ça allait coûter pour la procédure. Et puis voilà, les gens disparaissaient. C'est des choses, mais voilà, comme dans tout métier, je veux dire, c'est normal. C'est l'économie des personnes derrière lesquelles tu vas pas courir pour. Ça, Non, parce que c'est un mauvais investissement, c'est-à-dire que c'est vraiment si les gens considèrent qu'ils ne peuvent pas payer, bah ils vont le considérer jusqu'au bout. Donc et je le respecte, hein. Je veux dire, si jamais considère que par rapport à la procédure qu'on engage, je vais coûter trop cher ou que c'est trop moi je respecte tout à fait et je préfère le savoir dès le début et les clients aussi parce que voilà, si dès le début et ça, évidemment, les personnes physiques. La deuxième question, il y a deux questions. La première question, quand ils viennent à rendez-vous, c'est est-ce qu'on peut faire quelque chose dans mon dossier? Et la deuxième, c'est combien ça va coûter? Et c'est tout à fait normal. Bien sûr. C'est comme tout professionnel. Donc, il faut pas avoir un complexe ou quoi que ce soit. Il faut indiquer. Voilà. Tu fonctionnes au forfait ou à l'horaire? De moins en moins au forfait, parce que comme je fais du contentieux notamment, on n'a jamais vraiment d'idée sur la durée des procédures et sur comment en face vont répliquer les adversaires. Alors un forfait, je peux le faire vraiment pour une chose très simple. Voilà, si je dois faire désigner en référé un expert, oui, ça, y a pas de problème. On sait que ça prendra à peu près tant de temps, etc. Mais le forfait, je le fais de moins en moins. Je l'explique aux clients. Je leur dis, le forfait c'est risqué tant pour vous que pour moi parce qu'en fait, il y en a un des deux qui va se faire avoir quoi. En gros, c'est un peu ça parce qu'un forfait un forfait de téléphone, on sait combien on téléphone par mois, il y a une moyenne, une procédure, on sait pas. Donc je préfère éventuellement moduler avec un tarif horaire plutôt que de faire un forfait qui moi va me faire perdre de l'argent si jamais ça prend beaucoup plus de temps que prévu et beaucoup plus de travail. Et inversement, le client, j'aime pas non plus facturer une somme délirante à un client, enfin délirante qui à l'origine pour lui elle correspondait, mais si jamais ça va beaucoup plus vite, si en face on n'a pas de contradicteur, etc., ça m'ennuie d'avoir. Et le plus simple, c'est de le faire au tarif horaire, évidemment avec un tarif horaire tout à fait acceptable, évidemment. Si on a un tarif horaire délirant et qu'on facture la moindre chose qu'on fait, c'est pas ça fonctionnera pas. Donc il faut trouver un équilibre entre le service qu'on rend et le montant qu'on facture. Et c'est vrai que ça c'est difficile parce qu'on nous l'apprend pas. On nous l'apprend nulle part, on nous l'apprend pas à la fac, on nous l'apprend pas finalement à l'école du barreau. Il y a des choses qui commencent un petit peu à bouger à ce niveau-là pour que ce soit vraiment très pragmatique, mais finalement après on l'apprend en travaillant. Et c'est vrai que moi je suis pas du tout à la base marchand de tapis, j'aime pas ça. Même ça m'agace aussi, même dans le travail quand dans un dossier on doit négocier
un prix ou quelque chose comme ça m'énerve d'être obligé d'avoir à taper très haut pour obtenir la moyenne. Et moi, j'aimerais tellement qu'on se mette tout de suite d'accord, notamment avec les confrères. On se dit, attendez, on sait combien ça vaut. Je vais pas commencer à vous dire 100 et vous allez me dire 25 et puis finalement on va finir à 50, c'est idiot. Donc j'aime pas du tout ça. Donc l'argent est parfois effectivement la facturation et l'argent, c'est parfois un petit peu compliqué pour moi. Mais en plus, enfin non seulement c'est même difficile à enseigner parce que il y a tellement de solutions différentes. Enfin, c'est-à-dire que toi tu préfères pas faire de forfait dans les contentieux et plutôt être au tarif à l'heure parce que justement, en fait, si ça t'a pris moins de temps que prévu, ben t'as l'impression de flouer quelqu'un, et d'un autre côté, si ça prend plus de temps, tu as l'impression d'être floué. Et typiquement, il y a d'autres personnes qui vont quand même préférer fonctionner au forfait parce que simplicité. Parce que partage du risque finalement, parce que et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière, il y a celle avec laquelle on est à l'aise d'une certaine manière, mais et avec laquelle la clientèle suit aussi, c'est aussi un sujet. Mais voilà, il y a autant de manières de fonctionner avec l'argent que de personnes, et même s'il y a des pratiques qui permettent plus ou moins de quand même de se tranquilliser, comme tu dis, le fait d'être ferme, est-ce que tu te fais rémunérer des acomptes, des provisions, Ça fait partie des sujets, c'est que quand j'ai commencé à avoir des dossiers perso, j'osais pas demander de provision. C'est-à-dire que je trouvais ça bizarre de demander aux gens ce qu'ils vous payent par avance, quelque chose que vous n'aviez pas encore engagé. Et finalement, quand on se fait avoir une ou deux fois, finalement, ça, c'est la meilleure des guérisons, hein, quand on a travaillé et que, finalement, les gens derrière payent pas de bonne ou de mauvaise foi, finalement. C'est pas le problème. Il y a des gens qui peuvent pas payer. Donc, si quelqu'un ne peut pas payer, autant le savoir tout de suite. Ouais. Et puis, finalement, quand on explique, moi, je suis toujours très étonné, mais finalement, quand on explique, les gens comprennent. Hein. On dit, voilà. Moi, pour votre dossier, je vais au moins travailler tant d'heures, à peu près. Ça, c'est vrai que c'est aussi une méthode qui est très développée maintenant, c'est de dire, on travaille à l'heure, mais on vous dit à peu près, in fine, combien de temps ça va prendre. Logiquement, vous faites une moyenne sans vous engager sur une durée, vous dites, voilà, ça va prendre 20 heures, ça va prendre 10 heures, ça va prendre 50 heures. Ça permet aux gens de se faire un petit peu une idée, ils savent dans quelle fourchette ça va leur coûter, fourchette haute, fourchette basse. Et la provision, c'est vrai que c'était un peu le sujet aussi parce que j'avais du mal effectivement à faire payer quelqu'un par avance parce que moi je serais à leur place, j'ai un petit côté méfiant, je sais pas, ça me paraissait pas logique, et en fait finalement les gens comprennent. Et maintenant je commence rien du tout tant que j'ai pas de provision. Voilà, ça fait partie parce que c'est comme ça, et que si c'est pour travailler, autant travailler pour quelqu'un qui vous a déjà un peu payé, parce que si vous travaillez à découvert, il y a toujours le risque derrière. On peut pas se le permettre. Quand on y pense, on achète la baguette de pain avant de la goûter, quoi. C'est ça. C'est un peu l'exemple de la baguette de pain. C'est pareil quand les gens comprennent pas, quand on facture. Voilà, ça arrive, on envoie une facture, mais attendez, je comprends pas, c'était juste un rendez-vous. On se dit, mais attendez, quand vous allez... Donc toi, tu fais payer le premier rendez-vous ? Alors, ça dépend vraiment du dossier. Soit lors du premier rendez-vous, je donne déjà des conseils, des choses comme ça, et là, effectivement, je facture, parce qu'il n'y a pas de... il n'y a pas de raison. Soit c'est un dossier pour lequel ça demande beaucoup de travail derrière, le rendez-vous portera surtout sur le fait est-ce que c'est possible ou pas possible. Ne serait-ce que pour avoir une estimation de... Et en général, je fais ça. J'ai pas de règle. Dire le premier rendez-vous est gratuit, non, déjà ça fait un peu encore marchand de tapis, quoi. C'est pour attirer le gogo. Premier rendez-vous gratuit. Non. Si je donne des conseils, vraiment, même à l'oral, des choses comme ça, oui, je facture. Je considère que j'ai apporté un service. Voilà. C'est juste un dossier où on m'explique, où c'est plus le client qui va parler. Non, c'est vrai que ça peut m'arriver de pas le facturer et de leur dire la discussion qu'on a eue, ça je le facture pas parce que je considère que vous m'avez plutôt montré dire ce que vous voulez. Par contre, évidemment, si derrière, il y a d'autres rendez-vous, ou si je fais une consultation orale ou écrite, oui, je vais facturer, effectivement.
Merci. Non, mais moi enfin, pour la tarification de mes formations, Oui. j'ai beaucoup de mal à monter mes prix et je Mmh. sais que il faut que je le fasse, d'autant plus que maintenant, ça y est, ça permet de valider des heures de formation continue. Donc, Ouais. il faut que je passe cette barrière mentale Ouais, et que ouais. je fasse vraiment facturer à hauteur du travail que Bien ça sûr. représente Mmh. et enfin, du résultat Mais que ça vraiment. procure. Par contre, j'ai eu aucun mal, et ça dès le départ, à faire une inscription avec paiement. Enfin, je veux dire, moi, c'était hors de question dans ma tête de recevoir des gens en formation et que ce soit une espèce où ils me donnent un chèque ou je sais pas quoi. Enfin, je voulais pas avoir à courir après les personnes. Et Bien où sûr. vous vous inscrivez, vous payez et le Mmh. sujet est clos et enfin voilà, c'est plus un sujet. Vous venez, vous profitez de la formation, vous apprenez plein de choses et Bien c'est sûr. génial. Ou enfin voilà, il y a juste donc moi c'est voilà, autant j'ai aucun problème avec cette histoire de paiement préalable, autant c'est vrai que sur le montant, j'ai des grosses barrières et Mais c'est vrai que d'une manière générale, quel que soit le domaine dans lequel on travaille, à partir du moment où ça a l'air gratuit pour les gens, ils dévalorisent tout de suite. Et bon, il y a des expériences qui ont été faites, des gens qui allaient dans les supermarchés et il y avait des gens qui leur donnaient des produits gratuitement et les gens le prenaient pas parce qu'ils trouvaient ça bizarre, parce que c'était quelque chose qui n'avait pas de valeur du coup. Et effectivement, moi j'avais notamment un dossier dans lequel l'un des premiers dossiers que j'avais fait à titre perso où j'avais beaucoup travaillé, etc. Et je n'osais pas facturer parce que alors que la personne n'était pas sans le sou ni rien, mais je n'osais pas facturer. Je sais pas, un syndrome de l'imposteur, j'en sais rien, et j'arrivais pas. Et en fait, je me rendais compte que moins je facturais, moins la personne me respectait. Et plus elle m'envahissait, plus machin. Et quand j'ai commencé à stopper, à dire bon maintenant voilà que je facture tout, les appels, les réponses aux mails, etc. Et ben finalement les gens déjà ils vous harcèlent moins forcément parce que quand vous leur facturez tout, même la moindre des bêtises parce qu'ils vous dérangent pour rien, voilà vous avez pris du temps donc faut facturer. Et surtout il y a une forme de plus grand respect au sens on considère que il y a un vrai travail derrière parce si on facture pas ça veut dire qu'il n'y a pas de travail derrière alors que c'est tout l'inverse. Donc c'est vraiment pas facile. Mais moi je me fais vraiment violence parce que c'est vrai que le problème de l'argent dans la culture latine c'est toujours un peu plus compliqué qu'avec les anglo-saxons. Et mais j'ai pas mal de travaillé dessus aussi et maintenant ça va beaucoup mieux. Il y a des personnes qui t'ont aidé à travailler dessus? Alors, ou des ressources pas forcément, je pense que c'est en écoutant les confrères comment ils fonctionnent, toutes ces choses que j'ai découvertes par moi-même, ça m'a été confirmé en disant que un client à qui on fait payer tout de suite une provision, il va être plus engagé dans même à titre personnel, en fait, les gens s'engagent plus si on facture de manière régulière. Si on facture un peu trop, ça c'est aussi une difficulté dans le métier, de trouver le bon rythme pour la facturation. Quand est-ce qu'on y va, quand est-ce qu'on n'y va pas. Et en gros, plus on facture, pas meilleur le client sera content, forcément. Mais il y a une forme de je pense qu'ils s'investissent plus dans leur dossier, ils font plus attention. Quand vous demandez quelque chose, ils vous le donnent. Voilà. Puis c'est la rémunération normale du travail qu'on effectue, quoi. Est-ce que parce que du coup ça fait 4-5 ans maintenant, est-ce que tu as travaillé avec un collaborateur, un stagiaire, ou est-ce que tu es vraiment toi? Alors jamais. C'est vraiment moi. Est-ce que c'est parce que tu ne veux pas, tu aimes travailler seul, ou est-ce que c'est plus une histoire de trésorerie Alors c'est les deux. C'est-à-dire qu'effectivement, un collaborateur, oui, il faut avoir les moyens de le payer. Ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est que je travaille avec mes clients c'est pour ça que je travaille aussi en individuel et pas dans une grosse structure, etc. Je fais un peu du sur-mesure en fait. C'est-à-dire que je travaille, c'est ma manière de travailler, c'est que le client me paye, et par contre, il aura toujours affaire qu'à moi quasiment.
Oui, il y a une secrétaire, voilà, mais pour le boulot, ils ont souvent mon téléphone portable et c'est moi qu'ils ont en direct. C'est pas le collab. Alors je dénigre pas cette manière de travailler, pas du tout. Non, on parle de ta manière de fonctionner à toi. C'est vraiment très personnel. Je travaille pourtant avec des structures, des institutionnels quand même, où il y a des gros services juridiques, etc. Mais ils apprécient vraiment ce côté. C'est des retours qui t'ont été faits de leur part? Oui. Ils t'ont dit, on apprécie que ce soit vraiment Exactement. vous qui traitiez notre dossier. Mais il y a encore un petit peu notamment dans les grosses boîtes et les grosses structures, les grosses machines. À une époque, ils étaient très très engagés avec les gros cabinets parce que ça répondait à leurs besoins, mais ils en reviennent un petit peu parce que alors je dénigre pas les grands cabinets, hein, surtout qu'on me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit, mais c'est vrai que ils sont en contact avec un associé qui a une équipe et que c'est pas impersonnel, mais ils ont pas forcément la personne qui a été plaidée en ligne, ils discutent pas forcément avec la personne qui a rédigé les conclusions, etc. C'est un autre mode de fonctionnement qui fonctionne très bien, preuve. Mais moi, ils apprécient vraiment que c'est moi qui fais vraiment tout de A à Z. Donc c'est très contraignant. Tu valorises en fait énormément ta position d'expert, quoi. Oui. T'es un expert sur tes sujets, voilà. Tu fais du sur-mesure sur des dossiers, d'une certaine complexité. J'ai appris comme ça, dans le premier cabinet où j'ai travaillé, c'est-à-dire que l'associé ou le collaborateur qui faisait le dossier, il faisait tout de A à Z. C'est-à-dire que il rédigeait les conclusions, c'était lui qui allait plaider, c'était vraiment, donc on connaissait le dossier sur le bout des doigts. Donc peut-être moins de dossiers que pas une armoire entière remplie de dossiers dans lequel finalement il faut toujours se replonger dedans parce qu'on n'a pas forcément les chiffres en tête ou choses comme ça. Mais vraiment les dossiers qu'on traitait, on les traitait vraiment de A à Z et on avait et le client appelait, il nous a nous directement. Il nous envoie un mail, voilà. Donc c'est un côté contraignant, mais il y a un côté pour moi sur mesure, un peu côté haute couture, quoi. C'est-à-dire vraiment, vous avez besoin d'un renseignement, vous avez besoin de faire le point sur le dossier, vous m'appelez, vous m'aurez moi en ligne, voilà. Donc, mais après à terme, ça veut pas dire que je refuse de travailler avec quelqu'un. Au contraire, là, j'arrive à un stade où j'envisage ne serait-ce que au moins de m'associer avec quelqu'un qui fait dans un domaine différent du mien pour des questions de moyens, pour des questions là où on est, là je sous-loue. Donc tu privilégierais l'association avec quelqu'un de complémentaire. Oui. Plutôt que le recrutement d'une personne pour te décharger. Alors aussi, si le but du jeu, ça serait éventuellement aussi prendre un collaborateur. Et le côté formation, j'aimerais bien, un petit peu. On m'a formé, j'aimerais bien former quelqu'un. Transmettre à ton tour, ouais. Transmettre un petit peu, même si c'est pas dans mes habitudes et des choses comme ça, j'aimerais bien quand même le faire. Mais c'est vrai que je resterai quand même. J'arriverai pas à avoir alors je tombe dans la caricature, mais vraiment l'associé qui fait que les rendez-vous clients, qui fait que les cocktails, non, moi ça m'intéresse pas. Ce que je veux c'est faire surtout en contentieux, moi je veux taper les conclusions, je veux faire mes recherches, me creuser. Je pense que ça répond aussi à ton plaisir toi intellectuel, et encore une fois, tu l'as dit dès le début de cette interview que en fait le droit t'a plu comme matière, la technique, donc au-delà de cet aspect relation client, en fait, c'est aussi ton plaisir en tant qu'avocat dans ta manière d'exercer que d'aller vraiment creuser tes dossiers et chercher la petite bête, quoi. C'est un travail aussi, puisqu'il faut, du coup, moi, j'ai un côté technique, etc. Et puis, j'ai le côté, commercial, pour lequel je dois travailler plus. Parce que c'est pas dans ma nature, je mords pas ni rien, mais aller me montrer, aller me vendre, etc. C'est quelque chose pour lequel je dois me faire un petit peu violence, parce que c'est pas dans ma nature. Mais j'y travaille aussi, et avec l'habitude, avec voir comment travaillent les confrères, voir comment fonctionne un cabinet, ça nous permet effectivement, on est obligé de il faut entretenir des bonnes relations avec tout le monde, etc. Mais c'est pareil, moi, c'est vrai que j'ai le côté un peu très technique, et c'est vrai que du coup, c'est pas toujours naturel pour moi de faire
du relationnel ou des choses comme ça. Une fois que je suis avec le client et que je l'ai dans mon panier, si j'ose dire, il y a pas de souci. Voilà, je pense pas être trop de mauvaise compagnie, mais c'est oui, aller faire les ronds de jambes. C'est pas, j'ai beaucoup de difficultés. On a les défauts de ses qualités. Oui, sans doute, mais c'est vrai que je m'améliore. J'essaie de mais m'améliorer. non, mais avoir les défauts de ses qualités, ça veut pas dire être figé dans ses défauts ni dans ses qualités. C'est voilà. Donc une réflexion autour de peut-être travailler de manière moins seule, que ce soit via l'association ou via un recrutement. Donc là, comme je sous-loue donc auprès de mon ancien cabinet, on travaille en bonne intelligence, etc. On peut éventuellement travailler sur des dossiers qu'on peut se refiler, etc. Après, c'est vrai que l'association elle-même, c'est des choses que j'envisage toujours, mais pour des questions matérielles, c'était compliqué, on trouvait pas de locaux, voilà. Mais c'est quelque chose que je pense à court terme va se réaliser, parce que c'est vrai qu'on peut pas non plus, le monde évolue, et puis on est toujours plus fort à plusieurs, de manière générale, et puis sans doute la pratique du droit va peut-être un peu changer, évoluer. On voit en ce moment, il y a beaucoup de choses qui évoluent, donc il faut être un petit peu plus fort. Être tout seul, ça risque d'être un peu plus compliqué. Mais idéalement, moi, ce que j'aimerais, c'est être fort à plusieurs. Mais par contre, moi, mon exercice, c'est vrai qu'il est toujours assez seul, quoi. Donc ça a beaucoup d'avantages, beaucoup d'inconvénients. Faut que tu trouves le bon équilibre entre. Après, c'est là où c'est intéressant, parce qu'il y a plusieurs formes d'associations, et ça se trouve, ce sera plus une association de moyens pour sans nécessairement rentrer dans un affectio societatis avec une vision commune. Non, c'est effectivement, c'est quelque chose de très pragmatique. Mais c'est vrai qu'à court terme, c'est la chose que j'aimerais. Et puis t'as déjà en tête la personne ou les personnes avec qui t'aimerais t'associer? Oui, tout à fait. Avec une consoeur que j'ai rencontré il y a très longtemps, un petit bout de temps maintenant, et on s'entend bien. On a déjà travaillé dans les mêmes locaux, etc. On fait pas du tout les mêmes pratiques, mais avec qui je sais que ça se passera bien. Et voilà. Et ça, je pense, c'est une difficulté classique, c'est de trouver avec qui on peut s'associer, avec qui on ne peut pas s'associer. Ça, c'est voilà. Je recommande aux auditeurs l'interview de Mathieu Davy à ce sujet-là. Il a beaucoup développé sur ses associations, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et comment il travaille aujourd'hui. C'est très compliqué. On a envie de s'associer avec ses amis, mais c'est pas toujours forcément une bonne idée. En même temps, s'associer avec quelqu'un avec qu'on n'a aucune affinité, c'est totalement totalement idiot. Donc faut trouver un juste milieu. Et cette consoeur avec qui t'envisages de t'associer, donc elle fait pas du tout la même chose, mais est-ce qu'il y aurait quand même des synergies possibles en termes de... Oui, c'est possible, éventuellement, oui. Que ce soit d'envoi de dossier ou je pense de qu'on clientèle. pourrait s'apporter une aide. Alors, de la clientèle, je pense qu'on aura chacun notre clientèle un peu captive, si je veux dire, mais on pourrait, s'aider, parce qu'il y a des points qui se recoupent, voilà. Elle est plus dans le droit du patrimoine, donc tout ce qui est succession, etc. Donc, mais c'est des choses sur lesquelles moi, sur certains points, je pourrais lui apporter, et elle surtout pourra m'apporter aussi des choses. Ouais. Donc plus vraiment le moyen, quoi. Oui. Et tes clients institutionnels, c'est des clients. Est-ce qu'il y en a qui font partie des clients qui t'ont été présentés par ton premier patron? Oui. Qui sont restés. Notamment. Avec qui ça se passe vraiment très très bien, qui on s'entend très très bien, une manière de travailler qui est idéale. Maintenant en plus on se connaît, donc l'équipe avec qui je travaille, je les connais très bien. Et puis d'autres institutionnels après qu'on récupère un peu à droite à gauche, des sociétés qui permettent aussi de développer et de travailler avec différentes personnes, parce que bon, c'est vrai qu'institutionnel c'est un bien beau mot, mais on travaille quand même avec des personnes, donc oui, bien sûr. Mais oui, il y a un de mes plus gros clients que j'ai récupéré entre guillemets de ma première collaboration, et voilà, c'est une histoire qui dure. Voilà, exactement. C'est chouette. Est-ce que tu as une source d'inspiration pour ton exercice? C'est une bonne question, ça. Une source d'inspiration sur le plan culturel, sur le plan... dans quel sens, en fait? C'est très large. Ça peut être culturel, ça peut être...
Une personne Alors, source d'inspiration, finalement pas vraiment. Je pense que j'ai été forcément, on reproduit un petit peu les choses qu'on a qu'on a qu'on a vu de nos propres yeux qui fonctionnaient. Donc effectivement, un petit peu comme le premier cabinet où j'étais, c'est vrai que j'ai des similitudes que je retrouve. Voilà, c'est-à-dire le côté exercice sur mesure, un petit peu comme ça. La dentelle. La dentelle un peu. Et puis non, sinon je sais pas. J'essaie de tracer un petit peu ma voie. C'est pas facile. On se cherche toujours, mais en même temps, ça fait partie de l'exercice, hein. Et puis tant mieux. Si on se connaissait parfaitement, on s'embêterait, je pense, on s'ennuierait avec soi-même. Donc ça permet de trouver un juste équilibre sur la manière dont prendre ce qui nous a semblé, dans ce que j'ai appris, prendre ce que ce qui me semblait fonctionner, puis l'adapter à ma personnalité, à ma manière de travailler. Voilà. J'essaye de trouver un équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle qui permettent de... On n'en a pas parlé ça, mais comment justement cet équilibre, comment est-ce que tu le crées? Bah finalement quand on travaille seul, c'est l'avantage, c'est qu'on est totalement maître finalement un peu de son emploi du temps, de sa manière de travailler. Donc pour l'instant, moi, j'arrive très bien à gérer. Voilà. Après, c'est vrai que les vacances, quand on prend des vacances, on n'est pas à l'abri d'avoir des clients qui vous appellent. T'arrives à quasiment déconnecter quand même pendant tes vacances? Non, tu travailles depuis. Il n'y a pas de jugement, c'est pas non, normal. Alors, il y a deux. Alors, c'est pas un reproche que je fais du tout aux clients ni rien. Ils savent que je suis en vacances, mais moi-même déjà, j'ai un petit temps avant de lâcher un petit peu les histoires, les dossiers que j'ai en tête, ça tourne involontairement. Ouais. Après, les clients qui ont vraiment besoin, c'est l'avantage, l'inconvénient d'être tout seul, c'est que c'est du sur-mesure, mais du coup, quand on n'est pas là, il y a personne pour vous remplacer, donc voilà. J'arrive l'été, oui, parce que je prends un peu plus longtemps, donc ça nous permet d'évacuer, voilà. Après, pendant les vacances plus petites qu'on essaie de prendre voilà, c'est plus compliqué parce que où que j'aille, on a toujours l'ordinateur au cas où. Après, est-ce que j'en souffre? Faut admettre que non. A priori, voilà, c'est peut-être moins facile pour mon entourage, mais après, j'essaye pas, donc je suis pas non plus, je vais pas donner l'image du drogué au travail ni rien. J'allais te dire, est-ce que tu as ton ordinateur au cas où? Oui, c'est ou est-ce que t'es en vacances et que tu peux pas t'empêcher c'est parce que c'est deux choses différentes? Non, je prends plutôt vraiment au cas où. Moi, je sais que le fait de lâcher prise un petit peu, ça fait partie du travail aussi, hein. C'est-à-dire que si on s'arrête pas, au bout d'un moment, on sature. On n'a plus d'idées, on n'est plus efficace, on commet des erreurs. Donc non, je sais qu'il faut déconnecter, etc. Après, c'est vrai que il faut être pragmatique, on a besoin. Après, et comme tu disais, c'est la servitude de ton exercice très individuel, c'est-à-dire que tu veux avoir cette mainmise sur le fond des dossiers, cette relation très privilégiée d'expert, etc. avec tes clients. Bon, clairement, c'est difficile de passer par en leur disant je vous renvoie à mon assistante qui va vous répondre sur vos questions. Voilà, c'est pas possible. Après, c'est vrai que c'est aussi encore un travail que je dois faire sur moi-même. Mais c'est vrai que quand je reçois un mail en vacances, un truc qui n'est pas urgent, quelque chose comme ça, j'y pense. Je suis déjà en train de taper la réponse ou des trucs comme ça. Et ça. Et finalement, quitte à la taper dans sa tête, autant la taper sur son ordi, quoi. Exactement. Mais ça pareil. Je commence un peu à faire le trip parce qu'il y a des clients qui savent que je suis en vacances. Qui m'envoient un mail et ils savent que je vais le lire en principe quand je reviens. Et puis, non, je réponds. Vous êtes pas en vacances. Donc, si, mais c'est juste que voilà. En plus, les clients et encore plus les clients qui travaillent dans des entreprises, ils savent ce que c'est que des vraies vacances. Ouais. Enfin, il y a beaucoup de cadres qui continuent à travailler pendant leurs vacances. Faut pas non plus, mais, ils ont quand même cette conscience de ce que c'est que de faire un vrai out of office où c'est que les grosses urgences qui font qu'ils se prononcent, quoi. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a ce côté un peu, mais vous êtes pas en vacances, qu'est-ce qui se passe? Surtout le sinon fameux, faut taper en brouillon pour pas perdre l'inspiration. Voilà, éventuellement, mais bon, autant aller jusqu'au bout, quoi. Après, c'est vrai que le coup du out of office, quand j'étais collaborateur, je mettais un message d'absence et maintenant j'en ai plus. Donc, mes clients savent, je leur dis voilà, la semaine prochaine, machin, mais j'ai pas de
Après, c'est un peu personnel, c'est que j'aime pas recevoir des messages automatiques qui me disent. Alors, si c'est normal, enfin, je veux dire, mais c'est juste que j'ai toujours un moment, je dis bah non, c'est normal. Enfin, les gens partent en vacances, c'est tout à fait logique, ils ont le droit. Mais c'est vrai que voilà, c'est un peu le problème de l'immédiateté maintenant du mode d'exercice, c'est qu'on attend toujours une réponse rapide, des choses comme ça. Donc ouais, et d'un autre côté, c'est quand même génial d'avoir une réponse rapide que, en fait, je suis en vacances. Oui, non, après... Et tu disais, non, une fois que c'est tapé, autant aller jusqu'au bout. Et je suis pas d'accord avec toi. Moi, alors je travaille, je sais pas si je travaille de manière décalée, mais je suis pas du tout du matin. Et, enfin, donc voilà. Mais par contre, je suis plus du soir. Donc ça m'arrive assez régulièrement de travailler le soir. Bon, et puis en plus, parfois, je vais pas du tout travailler un vendredi et je vais travailler un samedi. Enfin voilà, c'est aussi mon plaisir d'être complètement maître de mes horaires. Et il y a des heures et des jours où je m'interdis d'envoyer certains mails parce que je me dis non mais en fait les gens vont penser que je suis complètement accro à mon truc et que je m'arrête jamais et je suis quand même là à parler de bien-être au travail. À un moment faut un peu et donc du coup il y a des trucs où je me force à ou à pas répondre tout de suite ou à les mettre en brouillon et à les envoyer à une heure de bureau un peu. J'essaye de m'y faire aussi, mais après finalement c'est relativement égoïste parce qu'en fait si je sais que je réponds tout de suite, finalement c'est juste pour moi me soulager, c'est pour dire que voilà ça c'est fait, voilà. Sauf après il y a l'autre truc, c'est la programmation. Alors moi j'ai pas le Office Pro qui permet de faire ça, mais on peut programmer l'envoi à un autre horaire et je pense que c'est une bonne fonctionnalité que je n'ai pas, mais ça peut permettre de s'enlever le nuage, de se dire il faut que j'aille dans mes brouillons pour envoyer les trucs que j'ai mis en brouillon. Bon, en tout cas, tu arrives enfin, t'es plutôt satisfait de ton équilibre vie pro, vie perso. Oui, j'arrive pour l'instant à le gérer. Parfois c'est un peu plus difficile, mais pour l'instant j'arrive à trouver un équilibre et je pense que c'est aussi ça qui fait que je me plais dans ce que je fais aussi. C'est-à-dire que je sais que j'ai une soupape, que je travaille pas H24, etc. Après, je sais qu'il y a des périodes où je vais être obligé de travailler plus, etc. Mais je m'organise et on s'en sort. Mais pour l'instant, oui, j'arrive à trouver un petit peu l'équilibre. Alors contrairement à ce que beaucoup vivent, quoi. C'est-à-dire vraiment d'être un peu submergé, etc. Alors c'est pas de tourpeau, mais globalement, je m'en sors. Est-ce que tu penses que c'est parce que tu t'organises bien, parce que t'arrives bien à te dire non, bon là j'arrête. Oui, il y a un côté organisation un peu cadre qui toujours est rassurant pour les gens stressés. Alors c'est quoi ton organisation d'angoissé? C'est de savoir à peu près chaque jour ce que je vais faire. C'est-à-dire que je sais que j'aime pas travailler dans l'urgence. Il y a des gens qui aiment bien, ça les motive et tout. Alors quand je dois le faire, je le fais, mais j'aime pas. Donc je prévois toujours longtemps à l'avance. Quand j'ai des conclusions à faire, elles sont faites largement en amont. Enfin voilà, il y a plein de choses qui font que je sais toujours à peu près ce que je vais faire le lendemain. Et ça me structure un petit peu. Je sais à peu près combien de temps ça va me prendre, voilà. Et puis je sais que de telle heure je dois être à tel endroit, etc. Et je cadre comme ça. Et évidemment, on a un métier où il y a toujours le grain de sable, il y a toujours l'urgence, toujours la chose. Après, moi, c'est pas désagréable non plus. C'est agréable aussi de pas forcément savoir à quelle sauce on va être mangé dans la journée, mais je cadre quand même. C'est intéressant que tu dises ça dans le cadre d'une activité contentieux, que beaucoup assimilent à justement une absence de maîtrise de leur agenda ou de leurs horaires, etc. Parce que quand est-ce qu'on reçoit les conclusions ou les pièces adverses, parce que toute cette extranéité sur laquelle on n'a pas de maîtrise qui est la stratégie de son confrère, adverse. Mais toi, ça t'impacte pas trop? Ça m'impacte pas. J'essaye déjà, on connaît les délais devant les différentes juridictions sont relativement longs, donc on peut s'organiser un petit peu à l'avance quand même. Effectivement, ce qu'on n'a pas, c'est comment en face ça va bouger. Après, comme je sais qu'il y a parfois, s'il y a un référé ou autre chose comme ça qui tombe tel jour et que je suis en demande, je sais que en gros le soir à 18h je vais avoir
des conclusions ou plus tard, si on veut essayer de Ouais. gagner, on Donc voit. en fait, tu as organisé l'imprévu. C'est ça. Mais non, mais je comprends. Enfin, Et même parfois, je suis encore plus tordu que ça, c'est que j'ai déjà des conclusions prêtes pour répondre. Parce que je sais à peu près en face qu'on va me répondre, je me mets dans la place du confrère. Pour les dossiers simples, évidemment, pour les dossiers compliqués, non. J'aurais pas la prétention de dire, je sais ce que va dire en face mon confrère, je suis plus malin que lui, je vais l'attendre au coin du bois. Quand c'est des trucs très simples, où je sais qu'en face on va me soulever les pots de banane habituels, parce que surtout dans tes dossiers de masse. alors ça maintenant j'en fais quasiment plus, Ouais. mais dans certains dossiers avec les institutionnels où finalement parfois ça revient, les problématiques sont les mêmes, je sais à peu près les pots de banane qu'on va me sortir en face. Et du coup, j'ai déjà mes conclusions prêtes. Et voilà, je pense qu'il y a 2-3 confrères qui ont dû tomber des nues parce qu'ils m'envoient leurs conclusions le soir à 19h. À 19h et à 19h30. À 19h30, Coucou, j'ai conclu. Voilà. Et puis j'ai répondu un peu point par point au truc. Voilà, c'est des petites choses comme ça qui font que voilà, quand on n'aime pas quelque chose comme l'imprévu et travailler dans l'urgence, on s'organise. On arrive à trouver des solutions qui permettent de contrer, de maîtriser. Non, c'est impossible. Et puis finalement, tant mieux. Enfin, il faut aussi un peu d'imprévu, un peu de rock'n'roll. C'est pour ça que j'aime bien le contentieux aussi. C'est-à-dire que c'est pas on sait pas à qui on a affaire en face, chaque personne a ses... La réaction du magistrat. Tout, ça. voilà, il y a plein de choses. Donc le minimum que je peux maîtriser, c'est-à-dire mon travail, du coup je l'organise, forcément. Et tout ce qui n'est pas maîtrisable, j'essaie d'être organisé pour pouvoir le contrer. Et après, il y a des choses, voilà, on est complètement pris au dépourvu, ou des choses comme ça, donc, voilà, c'est tant mieux. Il faut aussi un peu de surprise, sinon... on reste couché, hein. C'est pas intéressant. Je suis d'accord. Est-ce qu'il y a des outils que tu utilises dans ton exercice au quotidien pour t'aider? Des outils... Autres que Microsoft Alors, des outils... Microsoft d'ailleurs. Finalement, très peu. J'ai même pas de logiciel de gestion de cabinet. Je fais ça vraiment un peu à l'ancienne. Voilà, je me crée mes dossiers, des trucs. Je trouve qu'il n'y a pas forcément besoin d'eux. Après, oui, beaucoup de... Alors, j'utilise évidemment tout ce qui est fonds documentaires, etc. Voilà, ça fait partie... On va encore me trouver bizarre, mais ça fait partie de mes petits plaisirs, quoi. Un nouveau dossier dans lequel j'ai une recherche à faire, j'adore, quoi. C'est les trucs... Et non, alors, mais c'est trop bien. Moi, je le dis toujours, les auditeurs doivent en avoir marre, mais que un des moments où je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait quand même un souci, c'est quand j'étais pas particulièrement intéressée par les recherches, que j'avais pas envie de les faire. Bon, voilà. Bah oui, c'est des choses et voilà. Moi, alors déjà un nouveau dossier, j'adore. Alors outre le fait qu'effectivement on se dit, c'est bien, on va pouvoir manger ce mois-ci, c'est bien. Mais un nouveau dossier, donc découverte de tous les trucs, etc. Et recherche. Et alors le summum, c'est quand je suis obligé d'aller à la bibliothèque de l'ordre. Ça c'est génial. Et j'adore. Ça arrivait souvent? Alors dans les choses que tu cherches des prétextes, non? Il y a un peu de ça. Déjà, c'est un endroit que j'adore. Voilà. Moi, l'ancien palais, voilà, je pense que t'as beaucoup d'avocats qui ont dû te dire, mais voilà, c'est un endroit que j'adore. J'ai fait, quand j'étais à l'EFB, j'ai fait un stage en juridiction à la cour d'appel. Et c'est un endroit, voilà, je rentre dedans, je suis chez moi, j'adore. J'adore les livres, j'adore les bibliothèques. Donc la bibliothèque de l'ordre, c'est tout, quoi. C'est-à-dire, c'est au palais, voilà, il y a plein de bouquins, il y a plein de ressources et on trouve toujours ce qu'on cherche, quoi. Et du coup, ouais, non, je suis pas du genre, j'avoue que ça serait mentir de dire non, je suis obligé d'y aller, c'est embêtant. Non, c'est dès que voilà, c'est un aspect que j'ai pas, un fonds documentaire que j'ai pas, voilà, je suis pas abonné à tous les fonds documentaires. Donc voilà, si j'ai pas, je sais que dès que je vois que je peux le trouver là-bas, alors, je fonce là-bas et voilà, j'adore. Donc c'est moi, voilà, mes outils autres que tout ce qui est bureautique, c'est vraiment les fonds documentaires, c'est la recherche, c'est la technique, c'est trouver vraiment les éléments pertinents, les jurisprudences pertinentes. Enfin, rien d'extraordinaire par rapport à un travail d'avocat, mais ça fait partie, et voilà. Et le top du top, c'est quand on trouve ce qu'on cherche et que ça va nous aider, quoi. Que ça va, voilà, un problème qu'on considérait comme irrésoluble ou insoluble plutôt. Insoluble. J'étais en train de chercher le bon mot. Insoluble, ou alors un truc vraiment
des trucs super brillants en face quand on vous sort, et on est, ah putain, c'est le corner, ça y est, c'est foutu, machin. Et là, on trouve le truc, c'est génial. Moi, j'adore. C'est faire partie de mes plaisirs. Et donc, voilà. Mes outils, c'est vraiment ça. Et en parlant des plaisirs, quelle est ta dernière joie? Ça, c'est une bonne question. Ma dernière joie. Alors, j'en ai beaucoup parce que je suis un jeune papa. Félicitations. C'est les moments avec ma fille, quoi. Dire il y a un moment, non, les joies, c'est très cucu ce que je vais dire, quoi, mais c'est vraiment. C'est une réponse qui revient souvent et bon, voilà. Le petit mot, le sourire, la petite bêtise, voilà, c'est la joie, c'est ça. Après, sur le plan professionnel, ma dernière joie, c'est voilà un dossier compliqué remporté. Forcément, c'est pas très original, mais c'est ça, quoi. Et puis mieux qu'un contrat, mieux qu'un dossier gagné, le client qui remercie, le client qui est content. Ouais, ça paye pas l'URSSAF comme on dit, mais ça fait plaisir. Ouais, mais ça donne l'envie de continuer à travailler pour payer l'URSSAF. Oui, c'est ça. Et puis vraiment le côté quand on sent c'est un métier où on est quand même, je trouve, il y a beaucoup d'ingratitude un petit peu parfois. Je vais pas chouiner, alors là franchement c'est pas mon genre, mais c'est vrai que parfois peut-être aussi le client se rend pas compte puisque c'est nous l'expert, donc on sait comment on a travaillé, on sait comment c'était compliqué d'obtenir quelque chose pour eux, ou voilà. Et parfois, le client dit voilà. Cool. Ouais, non mais soit c'était c'est normal parce que j'avais raison, ce que je peux comprendre, je peux l'entendre. Après voilà. Soit et c'est vrai que un client qui remercie même pour un petit dossier, un truc. Et puis la satisfaction d'aider parfois le plaisir de satisfaction, c'est pas forcément d'avoir gagné un gros dossier avec un gros enjeu, c'est aussi régler un petit problème parce qu'il y avait un problème avec son bailleur, son propriétaire, choses comme ça, et voilà, en deux trois choses qu'on a faites pour eux, ça les a débloqués, ça a débloqué la situation. C'est agréable de se l'entendre dire. On reste moi, j'essaie de rester le plus humain possible dans ce monde de moins en moins agréable sur certains aspects. Et c'est vrai que c'est agréable quand même. Un client qui est content. Bon, déjà, c'est un client qui revient en général. Et puis, c'est une double satisfaction. Je suis d'accord. Parce qu'on gagne, on a gagné, on a réussi à faire part son prévenu, mais en plus, derrière, il y a le client qui est heureux, donc ça, c'est bien. Et qu'est-ce que tu portes sous ta robe? C'est une bonne question. Qu'est-ce que je porte sous ma robe? Alors, je suis toujours un costume. Non, sous ma robe, c'est marrant, je me suis jamais posé la question, en fait, oui, même l'image sous la robe. En fait, la robe, pour moi, c'est un doudou. C'est vraiment mon doudou. C'est-à-dire que avant une audience, je suis toujours stressé, quelle que soit l'audience. Même si c'est tout simple. Alors avec l'expérience, on s'habitue, on a toujours le trac, etc. Mais on s'habitue. Mais parfois, oui, il y a vraiment une grosse audience, un gros enjeu, choses comme ça, et on a vraiment plus peur. Et c'est marrant, alors ça va faire cliché, dès que je ferme ma robe, dès que j'ai mis la robe, c'est fini, j'ai plus peur. Parce que c'est côté doudou, c'est-à-dire qu'on s'est déjà retrouvé dans cette situation, on sait qu'on a plaidé, qu'on s'en est sorti bien ou pas, mais on sait que voilà, ça donne un signal au cerveau qui dit attends, t'es déjà venu ici, t'as déjà plaidé, t'as machin, donc et voilà. Et sous la robe, c'est une bonne question en fait. Voilà, comme pour moi c'est une protection en fait, la question de savoir ce qu'il y a en dessous, ça. C'est plus le sujet. C'est pas le sujet, c'est-à-dire que c'est vraiment. Moi j'y tiens beaucoup à cette robe. Je l'aime beaucoup. C'est un symbole ultra. Voilà, en plus en faisant du contentieux, c'est important. Je trouve qu'on soit tous pareils. Même si c'est fictif, on sait que voilà, c'est quelqu'un qui débute et quelqu'un qui a un peu plus de bouteilles, il a plus d'assurance, et que dire qu'on passe de manière égale dans notre message, c'est un peu se cacher derrière son petit doigt. Par contre, oui, la symbolique de mettre cette robe,
d'être pas vraiment égal avec la partie adverse. Voilà. Moi, par exemple, j'ai beaucoup de mal. Ça m'est arrivé de plaider contre des gens qui n'avaient pas d'avocat en face, parce que c'était une représentation non obligatoire. J'aime ma robe, je la mettais, mais j'aimais pas parce que c'était pas pareil. Enfin, et vraiment, sous la robe, c'est une bonne question. Mais globalement, je suis un peu à l'ancienne. Quand je plaide, je suis toujours en costume. Là aujourd'hui, outre notre rendez-vous, j'avais un autre rendez-vous, donc je suis en costume. Mais il arrive très souvent que je sois en jean, chaussures, chemise. Mais par contre, quand je plaide, même si j'ai la robe, faut toujours que je sois en dessous. J'ai toujours mon costume. Avec la veste. Avec la veste. Alors je pense pas que c'était le sens de la question. La question est très large. Donc, oui, j'ai le côté un peu à l'ancienne. Voilà, on va plaider. Alors c'est pas par déférence vis-à-vis du magistrat, mais par rapport à ce que représente une audience, ce que représente. Voilà, quand je vois un confrère arriver en basket, je peux pas m'empêcher de... Alors je peste pas pour pas passer pour un vieux con, mais je leur pense pas moins. Je fais non, merde. Voilà. C'est important, ça fait partie du décorum un peu. Et puis même moi je me sens mieux. En fait, je suis dans mon rôle. Je pense que ça m'est déjà arrivé en fait de partir le matin et de pas avoir d'audience. Et puis voilà, il y a une urgence à gérer ou remplacer quelqu'un et tout, donc je prends ma robe. Et j'étais pas en costume, un truc, j'étais pas bien. Donc sous la robe, tu portes vraiment l'avocat. Un petit peu, oui. Oui, il y a le côté. Mais alors l'avocat, voilà, dans le sens. L'avocat, le titre, quoi, le truc qui te protège. Oui, c'est un peu, c'est ça, quoi. C'est. Voilà. Tu portes Kevin Costner. Non, j'aurais pas la prétention. En plus, quand il plaide dans le film, c'est aux États-Unis, il avait même pas de robe. C'est vrai. Il plaide en costume. Oui, mais vraiment le symbole de la robe, il est important et parfois c'est vrai qu'on entend que c'est un peu désuet, que c'est un peu, etc. Je pense que non, il faut continuer à le garder. C'est un symbole fort. Quand on manifeste, on la met. Voilà, ça représente. Quand on la voit, c'est toujours la robe d'avocat, même si parfois les gens la confondent avec la robe de magistrat. Mais quand on montre à quelqu'un dans la rue, tout de suite, c'est avocat. C'est-à-dire que c'est pas huissier, c'est pas magistrat, c'est la robe de l'avocat. Donc c'est un symbole qui moi est important. Et puis c'est vraiment devenu un doudou, quoi. Vraiment. C'est-à-dire que quand je la mets, je me sens, physiquement, ça me fait du bien. Je me sens. J'ai toujours le stress qui est nécessaire pour avoir les mots que j'espère juste, c'est l'attention qui fait que voilà. Mais c'est pas le stress que j'ai quand j'arrive au tribunal et que je marche dans le couloir. Non, c'est pas la même. Une fois que je l'ai mis, ça va il y a une petite respiration. Merci beaucoup, Anthony. Merci à toi.